Le 23 février 1989, des ouvriers effectuant la rénovation d'un immeuble délabré de la vieille ville de Nice ont fait une découverte qui allait rouvrir l'un des mystères les plus troublants de la Côte d'Azur. Derrière un mur en plâtre du deuxième étage, ils ont trouvé un masque de carnaval soigneusement enveloppé dans du tissu, accompagné d'un sac en cuir contenant des documents personnels au nom de Marguerite Delacroix. Ce nom n'avait pas été prononcé publiquement depuis 32 ans. La jeune femme de 23 ans avait disparu sans laisser de traces lors du carnaval de Nice de 1957, au moment même où la ville célébrait avec une ferveur particulière la fin de l'hiver. Mais comment ces affaires personnelles et cette magnifique création artisanale avaient-elles pu rester cachées pendant plus de 3 décennies dans un bâtiment qui avait été habité tout ce temps? Et surtout, que révélait réellement ce masque sur les dernières heures de Marguerite? L'enquête qui allait suivre dévoilerait une vérité que personne, pas même sa propre famille, n'aurait pu imaginer. Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels, comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Nice, au milieu des années 50, rayonnait d'une élégance particulière. La ville, nichée entre la Méditerranée azur et les contreforts des Alpes, attirait déjà les touristes fortunés, mais conservait encore son caractère de grande ville provençale où tout le monde se connaissait, surtout dans les quartiers populaires du Vieux-Nice. Le carnaval, tradition séculaire, représentait l'événement majeur de l'année. Pendant 2 semaines, la promenade des Anglais se transformait en théâtre géant où défilaient des chars monumentaux et des milliers de figurants masqués. La famille Delacroix habitait rue Droite, une artère étroite et sinueuse du centre historique, au-dessus de la petite imprimerie que dirigeait Claude Delacroix. L'établissement, modeste mais respecté, produisait les programmes et affiches pour divers événements locaux, y compris le carnaval. Claude, homme méticuleux de 52 ans, avait repris l'affaire de son père dans les années 30. Son épouse Simone, 48 ans, enseignait le français au lycée Masséna. Le couple avait eu 3 enfants, mais seule Marguerite, la Benjamine, vivait encore avec eux en 1957. Marguerite Delacroix possédait un talent artistique remarqué dès l'enfance. Contrairement à ses frères, qui avaient suivi des parcours plus conventionnels, elle avait étudié les arts décoratifs à l'école Villatiol. Après l'obtention de son diplôme en 1953, elle avait trouvé un emploi dans l'un des ateliers de confection de costumes et accessoires pour le carnaval, situé dans une cour intérieure de la rue Saint-François-de-Paul. L'atelier Bergerot, du nom de son propriétaire Marcel Bergerot, comptait une dizaine d'employés permanents qui préparaient toute l'année les éléments spectaculaires du défilé. La jeune femme était appréciée de ses collègues pour sa discrétion et son professionnalisme. De taille moyenne, les cheveux châtains coupés au carré selon la mode de l'époque, elle portait généralement des vêtements simples et pratiques adaptés à son travail manuel. Ses mains, souvent tachées de peinture ou de colle, témoignaient de son dévouement à son art. Elle se spécialisait dans la création de masques, cet élément central du carnaval niçois qui permettait aux participants de transformer leur identité le temps des festivités. Laurent Fontaine, 27 ans, travaillait également à l'atelier Bergerot, comme constructeur de structures pour les chars. Grand, les cheveux blonds coiffés en arrière, il affichait cette assurance typique des jeunes hommes de la Côte d'Azur. Il avait manifesté un intérêt évident pour Marguerite depuis son arrivée, mais la jeune femme restait prudente face à ses avances, préférant maintenir une relation strictement professionnelle. Cette réserve intriguait Laurent, habitué à un succès plus facile auprès des femmes. En ce début d'année 1957, l'atmosphère de l'atelier était particulièrement fébrile. Le thème du carnaval, roi des mers et des océans, nécessitait la création de nombreuses créatures marines fantastiques. Marguerite travaillait sur une commande spéciale, un ensemble de masques représentant différents poissons méditerranéens, destinés à un groupe de danseurs qui ouvrirait le défilé final. Parmi ces créations,
Elle avait conçu une pièce unique, un masque de dorade royale d'une beauté saisissante, avec des écailles dorées et argentées qui captaient la lumière de façon presque hypnotique. La vie quotidienne de Marguerite suivait une routine bien établie. Elle quittait l'appartement familial chaque matin vers 8 heures, descendait les escaliers raides de l'immeuble et traversait le dédale des ruelles du vieux Nice jusqu'à l'atelier. Le trajet ne prenait pas plus de 15 minutes. Elle travaillait généralement jusqu'à 18 heures, avec une pause déjeuner qu'elle prenait souvent seule. Un sandwich acheté chez le boulanger de la rue de la Préfecture. Les soirées, elle les passait en famille, aidant parfois son père à l'imprimerie ou lisant dans sa chambre. Les dimanches, la famille assistait à la messe à la cathédrale Sainte-Réparate. Cependant, quelque chose avait changé dans le comportement de Marguerite au cours des semaines précédant le carnaval. Sa mère l'avait remarqué la première. La jeune femme semblait préoccupée, distante même. Elle mangeait peu au dîner et se retirait rapidement dans sa chambre. Lorsque Simone lui demandait si tout allait bien, Marguerite assurait que c'était simplement la pression du travail avant les grands défilés. Mais Simone, avec l'intuition maternelle, sentait qu'il y avait autre chose. Laurent avait également noté ce changement. Marguerite, d'habitude concentrée mais sereine dans son travail, paraissait nerveuse. Elle sursautait lorsqu'on lui adressait la parole de façon inattendue. À 2 reprises, il l'avait trouvée en train de fixer le vide, le pinceau immobile dans sa main, comme perdue dans des pensées inquiètes. Quand il lui avait demandé si quelque chose la tracassait, elle avait esquivé la question avec un sourire forcé. Le quartier du Vieux-Nice, dans ces années 50, conservait un caractère presque villageois, malgré sa situation au cœur d'une ville moderne. Les commerçants connaissaient leurs clients par leurs prénoms. Les voisins laissaient leurs portes ouvertes pendant la journée. Les nouvelles circulaient rapidement de balcon en balcon, des fenêtres donnant sur les cours intérieures aux tables des cafés de la place du Palais. Dans ce microcosme social, l'intimité restait un luxe rare. Chacun savait ce que faisait l'autre, ou croyait le savoir. C'est dans ce contexte que se déroulèrent les événements de février 1957, pendant la période la plus intense et chaotique de l'année, quand la ville entière se transformait en scène de théâtre géant et que les identités se brouillaient sous les masques colorés. Le mardi 26 février 1957 marquait l'avant-dernier jour du carnaval. Les températures, particulièrement douces pour la saison, avoisinaient les 15 degrés. Un ciel dégagé promettait une soirée idéale pour les festivités. L'atelier Bergerot fonctionnait depuis 6 heures du matin, tout le personnel étant mobilisé pour les ultimes préparatifs du grand défilé prévu pour le lendemain. Marguerite était arrivée à 7h45, ce que nota la concierge de l'immeuble, Madame Vincenti, qui balayait le pas de la porte comme chaque matin. La jeune femme portait son manteau gris habituel, un foulard bleu autour du cou et son sac en bandoulière. Madame Vincenti témoignerait plus tard qu'elle lui avait trouvé l'air sérieux, peut-être un peu pâle. Elles avaient échangé les salutations habituelles, sans plus de conversation. À l'atelier, la journée s'annonçait harassante. Marcel Bergerot, le propriétaire, un homme corpulent de 60 ans au tempérament sanguin, multipliait les instructions contradictoires dans un état de stress évident. Les masques de Marguerite devaient être terminés avant 17 heures pour être livrés au local de répétition des danseurs, situé près du port. Elle avait passé la matinée à apporter les dernières touches au masque de dorade royale, son chef-d'œuvre, vérifiant l'adhérence de chaque écaille dorée, ajustant les rubans de fixation. Vers 12h30, elle avait quitté l'atelier pour acheter son déjeuner. La boulangerie de Monsieur Gastaldi, rue de la Préfecture, se trouvait à 2 rues de là. Le boulanger se souvenait parfaitement de sa visite, car elle avait commandé un sandwich au jambon et demandé s'il restait des parts de pissaladière, cette spécialité niçoise qu'elle appréciait particulièrement. Il n'en avait plus, et elle s'était contentée du sandwich. Elle avait payé avec une pièce de 5 francs et était repartie immédiatement. Rien dans son comportement n'avait paru inhabituel à Monsieur Gastaldi.
Marguerite était revenue à l'atelier vers 12h45 et avait mangé rapidement à sa place de travail, comme elle le faisait souvent les jours de forte activité. Laurent, qui travaillait sur un élément de décoration à proximité, avait tenté d'engager la conversation, lui proposant de sortir prendre un café après le travail. Elle avait décliné poliment, expliquant qu'elle devait rentrer directement chez ses parents. Cette réponse n'avait rien d'exceptionnel, mais Laurent avait remarqué qu'elle évitait son regard. L'après-midi s'était écoulé dans une frénésie de dernières retouches. Vers 16h, Marguerite avait terminé l'ensemble des masques. Marcel Bergerot était venu inspecter son travail et l'avait félicité avec enthousiasme. Le masque de dorade royale, en particulier, était d'une qualité exceptionnelle. Il brillait sous la lumière des ampoules nues de l'atelier, comme s'il possédait une luminosité propre. Bergerot avait déclaré que c'était probablement la plus belle pièce jamais sortie de son atelier. À 16h45, comme convenu, un assistant était venu chercher les masques pour les transporter au local de répétition. Marguerite avait soigneusement emballé chaque pièce dans du papier de soie, les plaçant dans de grandes boîtes en carton. Cependant, quand l'assistant avait compté les boîtes, il en manquait une. Le masque de dorade royale n'était pas avec les autres. Marguerite avait expliqué qu'elle souhaitait le livrer elle-même, qu'elle voulait s'assurer personnellement de sa bonne réception et donner quelques instructions sur la façon de le porter pour ne pas endommager les écailles délicates. Cette décision avait surpris Laurent, qui se trouvait à proximité et avait entendu l'échange. Jamais auparavant, Marguerite n'avait manifesté le désir de livrer personnellement une de ses créations. Bergerot, débordé par 1000 autres préoccupations, avait simplement acquiescé de la tête et était reparti vers son bureau. L'assistant était parti avec les autres boîtes, vers 17h. À 17h20, Marguerite avait enfilé son manteau. Elle portait le masque de dorade dans une boîte qu'elle tenait précautionneusement contre elle. Laurent l'avait interpellée au moment où elle franchissait la porte de l'atelier. Il lui avait proposé de l'accompagner, le local de répétition n'étant pas dans le quartier le plus sûr le soir, surtout pendant le carnaval, quand les rues étaient bondées de fêtards. Marguerite avait refusé fermement, presque sèchement, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Elle avait dit textuellement « Je dois y aller seule, Laurent. C'est important. » Puis elle était sortie rapidement. Madame Vincenti, toujours à son poste d'observation, avait vu Marguerite quitter l'immeuble. Il était approximativement 17h25. La concierge remarquerait plus tard, lors de son témoignage, que la jeune femme marchait vite, comme quelqu'un qui a un rendez-vous important. Elle se dirigeait vers l'est, en direction du port. Le local de répétition des danseurs se situait rue Bonaparte, près du quai des États-Unis. Pour s'y rendre depuis la rue Saint-François-de-Paul, l'itinéraire le plus direct consistait à traverser la place Garibaldi, puis à longer le port. Ce trajet prenait normalement une vingtaine de minutes à pied. Or, les danseurs qui attendaient les masques témoigneraient plus tard que Marguerite n'était jamais arrivée. Ils avaient attendu jusqu'à 18h30, puis, inquiets, avaient contacté l'atelier Bergerot. Marcel avait immédiatement téléphoné à la famille Delacroix. Claude Delacroix avait répondu. Non, Marguerite n'était pas rentrée. Elle aurait dû être à la maison depuis au moins 1 heure. Le père, d'abord contrarié plutôt qu'inquiet, pensait que sa fille s'était attardée quelque part, peut-être pour regarder les préparatifs du carnaval. Mais lorsque 19h avait sonné sans nouvelles, l'inquiétude s'était installée. À 20h, Claude et Simone avaient commencé à téléphoner aux connaissances de leur fille, aux voisins, à l'hôpital. Personne ne l'avait vue. À 21h30, Claude Delacroix s'était présenté au commissariat central de Nice, avenue Maréchal Foch. L'agent de permanence, habitué aux disparitions temporaires pendant le carnaval, avait néanmoins pris la déposition avec sérieux. Marguerite Delacroix, 23 ans, cheveux châtains, yeux marrons, 1,62 m, vêtue d'un manteau gris et d'un foulard bleu. Dernière fois vue à 17h25, quittant son lieu de travail avec une boîte en carton. Destination prévue, rue Bonaparte. Jamais arrivée à destination. Le lendemain matin, mercredi 27 février, jour du grand défilé final, la police avait intensifié les recherches.
L'inspecteur Henri Marchand, 45 ans, vétéran de la Sûreté nationale, avait été assigné à l'affaire. Grand, le visage marqué par des années de service, fumeur invétéré, Marchand avait l'expérience des disparitions. Il savait que les premières 48 heures étaient cruciales. L'équipe de Marchand avait méthodiquement retracé le parcours supposé de Marguerite. Ils avaient interrogé les commerçants le long de l'itinéraire entre la rue Saint-François-de-Paul et la rue Bonaparte. 3 témoins avaient signalé avoir vu une jeune femme correspondant à la description, portant une boîte entre 17h30 et 18h. Le dernier témoin fiable était un marchand de journaux installé place Garibaldi qui l'avait vu passer devant son kiosque vers 17h40. Elle marchait rapidement, regardant droit devant elle. Le marchand s'en souvenait parce qu'elle avait failli heurter un groupe de touristes qui photographiaient la statue de Garibaldi. Après la place Garibaldi, plus rien. Comme si Marguerite Delacroix s'était évaporée dans l'air tiède de cette soirée de carnaval. L'inspecteur Marchand avait organisé des recherches dans le port, craignant le pire. Des plongeurs avaient exploré les eaux troubles près des quais. Rien n'avait été trouvé. Le masque de Dorade Royale, cette magnifique création qui avait tant impressionné Marcel Bergerot quelques heures plus tôt, avait également disparu avec elle. Le carnaval s'était poursuivi comme prévu, mais dans le Vieux-Nice, l'inquiétude avait remplacé la joie habituelle. Une des leurs avait disparu, et personne ne comprenait comment ni pourquoi. Les jours qui suivirent la disparition de Marguerite se transformèrent en cauchemar pour la famille Delacroix. L'appartement de la rue Droite, habituellement animé par les discussions du soir et le cliquetis de la vaisselle, sombra dans un silence pesant. Simone arrêta d'enseigner, incapable de se concentrer devant ses élèves. Claude continuait mécaniquement à faire tourner l'imprimerie, mais ses employés le trouvaient souvent immobile devant les machines, le regard perdu. L'enquête de l'inspecteur Marchand se poursuivait avec rigueur, mais sans résultat concret. Chaque membre du personnel de l'atelier Bergerot avait été interrogé longuement. Laurent Fontaine, en particulier, avait subi plusieurs entretiens. Son intérêt manifeste pour Marguerite en faisait un suspect naturel, mais son alibi était solide. Après le départ de la jeune femme, il était resté à l'atelier jusqu'à 19h pour terminer un travail urgent. 3 collègues confirmèrent sa présence. De plus, aucun élément n'indiquait un conflit ou une relation tumultueuse entre eux. Marguerite avait simplement maintenu ses distances, rien de plus. Marcel Bergerot avait ouvert ses registres à la police. Tous les clients ayant commandé des masques avaient été contactés. L'investigation avait révélé que le groupe de danseurs qui devait utiliser les créations de Marguerite était une troupe semi-professionnelle bien connue à Nice, sans le moindre lien suspect. Ils avaient été aussi surpris que déçus par la disparition, contraints d'utiliser des masques de remplacement pour leurs prestations. Les semaines passèrent. Mars apporta les premières véritables chaleurs printanières. Les affiches avec le visage de Marguerite, placardées dans tout Nice, commencèrent à se décoller sous l'effet de l'humidité marine et du vent. L'inspecteur Marchand explorait méthodiquement toutes les théories possibles. Fugue volontaire. Mais pourquoi une jeune femme stable, sans problèmes apparents, aurait-elle disparu si soudainement? Enlèvement? Mais aucune demande de rançon n'était parvenue à la famille, dont les moyens financiers étaient de toute façon modestes. Accident? Les hôpitaux de la région, de Menton à Antibes, avaient été contactés sans résultat. Une piste avait brièvement semblé prometteuse. Un voyageur avait signalé avoir vu une jeune femme ressemblant à Marguerite à la gare de Niceville le soir même de la disparition, vers 19h. Elle aurait demandé des informations sur les trains pour Paris. Mais après vérification minutieuse des registres de billetterie et interrogatoire du personnel, cette piste s'était révélée infondée. La femme en question avait été identifiée. Une touriste italienne qui rentrait chez elle. Simone Delacroix développa un rituel obsessionnel. Chaque soir, à 17h25, heure précise à laquelle sa fille avait quitté l'atelier pour la dernière fois, elle se postait à la fenêtre donnant sur la rue Droite. Elle scrutait les passants, espérant apercevoir la silhouette familière, le manteau gris, le foulard bleu. Ce rituel dura des mois, puis des années.
Les voisins, d'abord compatissants, finirent par détourner le regard, gênés par cette douleur exposée quotidiennement. Claude réagit différemment. Il se plongea dans un activisme frénétique, contactant des journalistes, écrivant aux autorités, engageant même un détective privé malgré leurs moyens limités. Le détective, un ancien policier nommé Gérard Blanc, travailla sur l'affaire pendant 3 mois. Il interrogea de nouveau tous les témoins, explora des pistes que la police avait négligées, mais n'apporta aucun élément nouveau. Les économies de la famille s'épuisèrent sans résultat. La chambre de Marguerite resta intacte. Simone refusait qu'on y touche. Les vêtements pendaient toujours dans l'armoire. Les livres restaient sur l'étagère. Les pinceaux et tubes de peinture occupaient le petit bureau près de la fenêtre. C'était devenu un sanctuaire, une capsule temporelle figée au 26 février 1957. Les frères de Marguerite, Antoine et Julien, essayèrent d'aider leurs parents. Antoine, l'aîné, était mécanicien à Marseille. Il rendait visite chaque dimanche, tentant de ramener un semblant de normalité dans la maison familiale. Julien, professeur à Cannes, téléphonait régulièrement. Mais que pouvait-il faire face à une absence sans explication, un trou noir qui avalait toutes les tentatives de compréhension? L'atelier Bergerot continua ses activités. Laurent Fontaine y travailla encore 2 ans avant de partir pour Marseille, où il avait trouvé un emploi dans l'industrie navale. Avant son départ, il confia à un collègue qu'il ne supportait plus de passer devant la table de travail où Marguerite créait ses masques. Le fantôme de sa présence hantait l'atelier. Dans le quartier, la disparition de Marguerite alimenta les conversations pendant des mois. Les théories circulaient de café en café, de marché en marché. Certains parlaient d'une liaison secrète qui aurait mal tourné. D'autres évoquaient un enlèvement par une bande criminelle, bien que cette hypothèse ne repose sur aucune base concrète. Les plus romantiques imaginaient que Marguerite avait fui pour rejoindre un amour impossible. Madame Vincenti, la concierge, affirmait avoir toujours senti que cette petite cachait quelque chose. Mais ces insinuations manquaient de substance. L'inspecteur Marchand ne classa jamais officiellement l'affaire. Elle resta ouverte, mais sans développement nouveau. Elle glissa progressivement dans les archives. Marchand prit sa retraite en 1967, 10 ans après la disparition. Il confia à un journaliste local que l'affaire de la Croix restait l'échec qui le hantait le plus dans sa carrière. « J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose d'évident que nous n'avons pas vu », déclara-t-il. Comme si la réponse était là, sous nos yeux, mais impossible à distinguer. Les années 60 transformèrent Nice. Le tourisme explosa. De nouveaux immeubles s'élevèrent le long de la côte. Le vieux Nice lui-même commença à changer, certains bâtiments ancestraux étant rénovés ou détruits. La ville moderne effaçait progressivement les traces du passé, mais dans l'appartement de la rue Droite, le temps restait suspendu. Simone Delacroix mourut en 1978 d'une crise cardiaque. Selon son médecin, le chagrin avait usé son cœur pendant 21 ans. Claude la suivit 2 ans plus tard, en 1980, emporté par un cancer du poumon. Sur son lit de mort à l'hôpital Saint-Roch, il murmura à Antoine « Nous ne saurons jamais ». Ces furent ses dernières paroles. Antoine et Julien vidèrent l'appartement familial avec une tristesse infinie. La chambre de Marguerite fut la dernière pièce qu'ils touchèrent. Ils emballèrent soigneusement ses affaires, gardant quelques objets personnels comme souvenirs, donnant le reste à des œuvres caritatives. L'appartement fut vendu à une jeune famille qui ignorait tout de son histoire. L'atelier Bergerot ferma en 1982. Marcel était décédé et ses enfants n'avaient pas souhaité reprendre l'affaire. Les locaux furent transformés en galerie d'art. Le nouveau propriétaire fit refaire entièrement l'intérieur. Les vieilles tables de travail où Marguerite avait créé tant de merveilles furent jetées lors des rénovations. Nice continuait de célébrer son carnaval chaque année. Les chars défilaient, les masques riaient, la foule dansait. Mais de moins en moins de gens se souvenaient de la jeune femme disparue en 1957. Son histoire devint une anecdote,
un fait divers ancien mentionné occasionnellement par les historiens locaux dans les articles sur les mystères non résolus de la Côte d'Azur. En 1989, 32 ans après la disparition, personne dans le quartier ne parlait plus de Marguerite Delacroix. Les témoins de l'époque avaient vieilli, déménagé ou étaient décédés. Madame Vincenti reposait au cimetière de Cimier depuis 1983. Monsieur Gastaldi, le boulanger, avait vendu son commerce et passé sa retraite dans un village de l'arrière-pays. Laurent Fontaine vivait à Toulon avec sa femme et ses 3 enfants, travaillant toujours dans l'industrie navale. Il pensait rarement à cette collègue mystérieusement volatilisée tant d'années auparavant. C'est dans ce contexte d'oubli presque complet que la découverte de février 1989 allait ramener brutalement l'affaire Marguerite Delacroix à la lumière. L'immeuble du numéro 17 de la rue Barillery, dans le cœur historique de Nice, avait été construit au XVIIIe siècle. Pendant des décennies, il avait abrité des familles modestes dans des appartements exigus répartis sur 4 étages. Au rez-de-chaussée, une succession de commerces s'était succédé. Épicerie, cordonnerie, bureaux de tabac. En 1988, la mairie de Nice avait lancé un vaste programme de rénovation du vieux Nice, rachetant des immeubles vétustes pour les restaurer et préserver le patrimoine architectural. Le 17 rue Barillery faisait partie de ce programme. Jugé dangereux après une inspection, l'immeuble avait été évacué en novembre 1988. Les derniers locataires avaient déménagé et l'entreprise de construction Méditerranée Rénovation avait obtenu le contrat de réhabilitation complète. Les travaux devaient commencer en janvier 1989, mais des retards administratifs les avaient repoussés au début février. Le 23 février 1989, l'équipe d'ouvriers dirigée par le chef de chantier Roberto Santini avait commencé les démolitions intérieures. Santini, 52 ans, d'origine italienne, supervisait des chantiers de rénovation depuis 25 ans. Il connaissait les bâtiments anciens de Nice comme sa poche, leurs secrets, leurs particularités architecturales, leurs surprises parfois désagréables. L'équipe travaillait au 2e étage, abattant les cloisons intérieures pour reconfigurer l'espace selon les nouveaux plans. Vers 14h30, 2 ouvriers, Pascal Morin et Daniel Gréco, s'attaquaient à un mur en plâtre séparant ce qui avait été 2 petites chambres. Le mur n'était pas porteur. Sa destruction ne posait donc aucun problème structurel. Ils utilisaient des masses frappant méthodiquement pour faire céder le plâtre vieilli et friable. Pascal, 28 ans, grand gaillard aux bras musclés, donna un coup particulièrement puissant. Le mur céda sur toute une section, révélant non pas la surface attendue, mais une cavité. Daniel s'approcha avec sa lampe torche. L'espace vide mesurait environ 60 cm de largeur sur 1,20 m de hauteur et 30 cm de profondeur. Il avait été manifestement créé intentionnellement, les briques formant un renfoncement régulier. « Roberto, viens voir ça !» cria Daniel. Santini monta l'escalier 4 à 4. Il examina la cavité avec attention. Ce type de cache n'était pas inhabituel dans les vieux bâtiments niçois. Pendant la Seconde Guerre mondiale, nombreux étaient ceux qui avaient dissimulé objets de valeur ou documents compromettants dans des espaces secrets. Il avait déjà découvert plusieurs de ces cachettes lors de rénovations précédentes, contenant généralement de la vaisselle, des bijoux de peu de valeur ou des vieilles photos. Mais cette fois, le contenu était différent. Au fond de la cavité, soigneusement disposée, se trouvaient plusieurs objets. Daniel, qui avait le bras le plus long, les sortit un par un avec précaution. D'abord, un tissu poussiéreux qui, une fois déplié, révéla être un foulard bleu marine décoloré par le temps. Ensuite, un sac en cuir marron, petit modèle, du type que portèrent les femmes en bandoulière dans les années 50. Et enfin, enveloppé dans du tissu blanc jauni par les décennies, un objet plus volumineux. Santini déballa cet objet avec soin. Lorsque le tissu tomba, les 3 hommes restèrent silencieux. C'était un masque de carnaval, une création artistique d'une beauté saisissante représentant une dorade. Malgré 32 ans passés dans l'obscurité, les écailles dorées et argentées conservaient leur éclat. Le travail était d'une qualité exceptionnelle,
Chaque détail anatomique du poisson reproduit avec une précision presque scientifique. Les yeux du masque, en particulier, semblaient vivants, réalisés avec des perles de verre qui captaient la lumière. « C'est de l'art, ce truc », murmura Pascal, impressionné. Santini examina le sac en cuir. Il l'ouvrit délicatement, craignant que le cuir vieilli ne se déchire. À l'intérieur, il trouva plusieurs objets. Un porte-monnaie en tissu contenant quelques pièces de monnaie anciennes, un trousseau de clés, un mouchoir brodé avec les initiales MD et surtout une carte d'identité française. Santini essuya doucement la poussière sur le document plastifié. Le visage d'une jeune femme le regardait depuis la photo d'identité. Cheveux châtains au carré, regard sérieux mais doux. Sous la photo, le nom, Marguerite Delacroix. Date de naissance, 15 juillet 1933. Adresse 23 rue Droite, Nice. Date d'émission, 12 janvier 1955. On appelle les flics, décida Santini immédiatement. Il connaissait suffisamment les procédures pour savoir que cette découverte sortait de l'ordinaire. Ce n'était pas simplement un objet oublié. La façon dont les affaires avaient été soigneusement cachées, le masque enveloppé avec tant de précautions, tout indiquait une intention délibérée. La brigade criminelle de Nice envoya 2 inspecteurs, le capitaine Michel Arnaud et le lieutenant Sophie Mercier. Arnaud, 42 ans, travaillait à la criminelle depuis 15 ans. Mercier, 34 ans, était l'une des premières femmes officiers de police judiciaire à Nice. Tous deux arrivèrent sur le chantier vers 16 heures. Après avoir examiné la scène et les objets découverts, Arnaud demanda à Santini de faire évacuer le chantier. La zone devait être préservée pour une investigation complète. Mercier photographia méticuleusement la cavité et son contenu. L'emplacement exact, la façon dont les objets étaient disposés, tout pouvait être significatif. De retour au commissariat, Arnaud consulta les archives. Le nom Marguerite Delacroix ne lui disait rien, mais en tant que niçois de naissance, il avait une vague réminiscence d'avoir entendu parler d'une disparition ancienne. Les archives informatisées ne remontaient que jusqu'aux années 70. Il fallut descendre dans les sous-sols du commissariat, où s'entassaient des décennies de dossiers papier classés chronologiquement. Mercier et Arnaud passèrent 2 heures à fouiller les boîtes de l'année 1957. Enfin, Mercier trouva le dossier. Il était épais, témoignant d'une investigation approfondie. Elle lut le rapport initial de l'inspecteur Marchand à voix haute. La disparition remontait au 26 février 1957, soit pratiquement 32 ans, jour pour jour, avant la découverte des objets. « Regarde ça », dit Arnaud, pointant un passage du rapport. Dernière fois vue à 17h25, quittant son lieu de travail, rue Saint-François-de-Paul, portant une boîte contenant un masque de carnaval qu'elle devait livrer. Destination, rue Bonaparte. Jamais arrivé. Il leva les yeux vers Mercier. On a retrouvé le masque, 32 ans plus tard, caché dans un mur à 3 rues de son lieu de travail. Les 2 inspecteurs comprenaient immédiatement l'importance de cette découverte. Ce n'était pas un simple objet perdu, puis oublié. Quelqu'un avait délibérément dissimulé ses affaires dans ce mur. La question était qui, et surtout pourquoi. Mercier nota l'adresse familiale de Marguerite. Le soir même, elle consulta l'annuaire et les registres municipaux. La famille Delacroix n'habitait plus rue Droite. Elle découvrit les actes de décès de Claude et Simone. Après plusieurs appels téléphoniques, elle localisa Antoine Delacroix, le frère aîné de Marguerite, qui vivait toujours à Marseille. Le lendemain matin, vendredi 24 février, Arnaud et Mercier prirent la route pour Marseille. Antoine Delacroix les reçut dans son petit appartement du quartier de Saint-Antoine. À 63 ans, il portait encore le chagrin de sa sœur disparue gravé sur son visage. Quand Mercier lui montra la carte d'identité et les photos du masque, le vieil homme fondit en larmes. « C'est son travail », dit-il d'une voix brisée. « Je reconnaîtrai son style n'importe où. Elle faisait les plus belles créations de tout Nice. » Il toucha la photo du masque avec une tendresse infinie. Mes parents sont morts sans jamais savoir ce qui lui était arrivé. Mon frère Julien aussi, emporté par un infarctus en 86. Et maintenant, vous trouvez ses affaires cachées dans un mur.
Qu'est-ce que ça signifie? C'était exactement la question que se posaient Arnaud et Mercier. Ils expliquèrent à Antoine qu'ils allaient rouvrir l'enquête, réexaminer tous les éléments avec les moyens modernes de la police judiciaire. Antoine leur donna accès aux quelques effets personnels de Marguerite qu'il avait conservés. Son journal intime, quelques lettres, des photographies. De retour à Nice, l'équipe d'investigation s'étoffa. Le procureur, informé de la découverte, considérait désormais l'affaire comme un homicide présumé. La probabilité que Marguerite soit encore vivante était nulle. Une femme de 23 ans en 1957 aurait 55 ans en 1989. Si elle vivait, elle se serait manifestée depuis longtemps. Arnaud obtint l'autorisation de constituer une cellule d'enquête. Outre Mercier, 2 autres inspecteurs furent assignés au cas. Ils commencèrent par réinterroger tous les témoins encore vivants. Laurent Fontaine fut contacté à Toulon. À 59 ans, devenu un homme bedonnant aux cheveux grisonnants, il se souvenait parfaitement de Marguerite et de cette terrible journée. Il fit le déplacement jusqu'à Nice pour examiner le masque. « C'est bien son œuvre », confirma-t-il, la voix empreinte d'émotion. C'était la pièce maîtresse de toute sa collection. Bergerot disait que c'était le plus beau masque jamais créé dans son atelier. Il hésita, puis ajouta « J'ai toujours pensé que quelque chose la tracassait dans les jours précédant sa disparition. Elle était différente, nerveuse. J'aurais dû insister davantage, lui demander ce qui n'allait pas. La culpabilité du survivant, pensa Mercier. 32 ans plus tard, Laurent se reprochait encore de ne pas avoir protégé une collègue. Elle le rassura gentiment. Rien n'indiquait qu'il aurait pu empêcher quoi que ce soit. Mais la question centrale demeurait. Comment les affaires de Marguerite s'étaient-elles retrouvées dans ce mur, à seulement quelques rues de l'endroit où elle avait été vue pour la dernière fois? Et surtout, où était Marguerite elle-même? L'équipe dirigée par le capitaine Arnaud entreprit une investigation méthodique du bâtiment du 17 rue Barillerie. Si les affaires de Marguerite avaient été cachées dans ce mur, peut-être d'autres indices s'y trouvaient-ils encore. L'entreprise Méditerranée Rénovation dut suspendre les travaux pendant 1 semaine, le temps que la police scientifique examine chaque centimètre carré des étages concernés. Les techniciens utilisèrent des détecteurs thermiques et des scanners pour vérifier l'ensemble des murs. Ils ne découvrirent aucune autre cavité suspecte. La cache où reposaient les affaires de Marguerite était unique. L'examen du mur lui-même révéla des informations intéressantes. Le plâtre utilisé pour sceller la cavité était légèrement différent du plâtre original, indiquant effectivement une modification postérieure à la construction initiale. Les experts estimèrent, d'après la composition et la technique d'application, que cette cache datait des années 50 ou 60. Mercier se chargea de reconstituer l'historique du bâtiment. En 1957, l'immeuble était divisé en 4 appartements, 1 par étage. Le 2e étage, où la découverte avait été faite, était occupé par une famille Pastore. Giuseppe Pastore, sa femme Maria et leurs 2 enfants. Giuseppe travaillait comme docker au port de Nice. Les registres municipaux indiquaient qu'ils avaient habité là de 1953 à 1962, avant de déménager vers un quartier plus moderne. Giuseppe Pastore était décédé en 1979, mais Maria vivait toujours, dans une maison de retraite à Antibes. Mercier lui rendit visite accompagné d'un collègue. Maria, 86 ans, gardait un esprit remarquablement clair, malgré son grand âge. Quand Mercier lui montra la photo de Marguerite, la vieille femme réfléchit longuement. « Ce visage me dit quelque chose », finit-elle par déclarer. « Mais je ne peux pas mettre un nom dessus. Vous savez, dans les années 50, tellement de gens passaient dans le quartier. Et puis, ma vue n'est plus ce qu'elle était. » Concernant les travaux dans leur appartement durant cette période, Maria se souvenait que Giuseppe avait fait quelques réparations lui-même, notamment pour consolider un mur qui présentait des fissures. Mais elle ne se rappelait pas de date précise. Arnaud se concentra sur l'entourage professionnel de Marguerite. Marcel Bergerot, le propriétaire de l'atelier, était décédé, mais sa veuve Thérèse vivait dans une résidence près de Simiez. À 81 ans,
Elle conservait des souvenirs nets de l'époque. Elle confirma que la disparition de Marguerite avait profondément affecté son mari. « Marcel n'a jamais compris », raconta-t-elle. Il se reprochait de l'avoir laissé partir seul ce soir-là. Il disait qu'il aurait dû insister pour qu'un collègue l'accompagne. Thérèse se souvenait aussi que la police avait minutieusement fouillé l'atelier à l'époque, sans rien trouver d'anormal. Tous les employés avaient été interrogés, leurs antécédents vérifiés. Rien de suspect n'était ressorti. Le journal intime de Marguerite, qu'Antoine avait remis aux enquêteurs, couvrait la période de janvier 1956 à février 1957. Les premiers mois contenaient les pensées ordinaires d'une jeune femme. Ses projets artistiques, ses observations sur ses collègues, ses relations parfois tendues avec sa mère, qui aurait souhaité qu'elle trouve un mari plutôt que de se concentrer sur sa carrière. Mais à partir de janvier 1957, le ton changeait. Mercier lut et relut ses dernières entrées. Le 7 janvier, Marguerite écrivait « J'ai appris quelque chose aujourd'hui qui change tout. Je ne sais pas quoi faire avec cette information. Devrais-je en parler? À qui? Les conséquences pourraient être terribles. » Le 15 janvier. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. Cette situation me dépasse. Je me sens tiraillé entre ce qui est juste et ce qui pourrait détruire des vies. » Le 3 février, 3 semaines avant sa disparition, j'ai pris ma décision. C'est la seule solution possible, même si elle me coûte énormément. Je dois protéger certaines personnes, quitte à sacrifier ma propre tranquillité. Et enfin, le 24 février, 2 jours seulement avant qu'elle ne disparaisse. Demain, tout sera différent. J'ai peur, mais je sais que c'est la bonne chose à faire, que Dieu me vienne en aide. Ces entrées cryptiques frustraient Arnaud. Marguerite ne nommait jamais les personnes concernées, ne précisait jamais la nature exacte de ce quelque chose qu'elle avait découvert. Mais une chose était claire. Elle était confrontée à un dilemme moral important, et elle avait pris une décision qui impliquait un sacrifice personnel. L'équipe d'enquête élargit ses recherches. Ils interrogèrent d'anciens habitants du quartier, des commerçants qui avaient connu la famille Delacroix. Une femme, Madame Colette Rossi, 83 ans, se souvenait avoir vu Marguerite plusieurs fois discuter avec un homme plus âgé dans le jardin Albert Ier, près du front de mer. C'était peut-être en janvier ou février 57, précisa-t-elle. Ils avaient l'air d'avoir des conversations sérieuses. L'homme semblait essayer de la convaincre de quelque chose, et elle secouait la tête. « Pouvez-vous décrire cet homme ?» demanda Mercier. Madame Rossi hésita. Grand, cheveux grisonnants, bien habillé, il avait l'air distingué, éduqué. Mais je ne l'ai vu que de loin, et vous savez, après tant d'années, la mémoire joue des tours. Cette nouvelle information ouvrait une piste intrigante. Marguerite avait-elle été impliquée dans une relation que sa famille ignorait? Arnaud retourna voir Antoine Delacroix pour l'interroger sur d'éventuelles fréquentations de sa sœur. Antoine assura que Marguerite n'avait pas de petite amie à sa connaissance. Elle était très réservée sur sa vie personnelle, expliqua-t-il, mais nos parents auraient su si elle voyait quelqu'un sérieusement. Mercier eut alors une intuition. Elle demanda à consulter les anciens registres de l'atelier Bergerot qui avaient été conservés par Thérèse après la fermeture de l'entreprise. Parmi les commandes de février 1957, elle trouva quelque chose d'intéressant. Une commande privée pour un masque personnalisé, passé le 10 janvier, payé en espèces. Le client n'avait laissé aucun nom, juste une description de ce qu'il souhaitait. Et l'artisan assigné à cette commande était Marguerite Delacroix. Un masque spécial, lut Mercier à voix haute. Visage féminin, style vénitien, avec des motifs de dentelle dorée. Pour usage lors d'un événement privé. La commande avait été retirée le 20 février, 6 jours avant la disparition. Aucun nom, aucune adresse dans le registre. Juste une note manuscrite de Marcel Bergerot, client payé comptant 500 francs, bon travail de MD. 500 francs représentaient une somme considérable en 1957, au moins 3 fois le prix habituel d'un masque de carnaval. Qui avait commandé cette pièce? Et pourquoi payer un tel prix pour rester anonyme? Arnaud et Mercier se regardèrent.
Il sentait qu'il touchait à quelque chose d'important. Cette commande mystérieuse, passée en janvier quand Marguerite commençait à écrire dans son journal sur un secret troublant, ne pouvait être une coïncidence. Quelqu'un avait établi un contact avec Marguerite, quelqu'un qui souhaitait rester discret. L'équipe décida d'examiner plus attentivement le masque de dorade retrouvé dans le mur. Les techniciens de la police scientifique l'analysèrent sous toutes les coutures. La construction était classique pour l'époque. Base en papier mâché, couche de gesso, puis peinture et application des écailles en métal. Mais en examinant l'intérieur du masque, un technicien découvrit quelque chose d'inhabituel. Une minuscule pochette cousue dans le tissu de doublure. Le technicien l'ouvrit délicatement avec des pinces. À l'intérieur se trouvait un petit morceau de papier, jauni et fragile, plié en 4. Arnaud le déplia sous la lumière vive de la salle d'examen. C'était une note manuscrite, l'encre passée mais encore lisible. Si vous trouvez ceci, sachez que j'ai fait ce que je pensais être juste. Certaines vérités doivent parfois rester cachées pour protéger les innocents. Pardonnez-moi, M.D. Le silence tomba dans la salle. Cette note changeait complètement la perspective de l'enquête. Marguerite avait caché ce message dans le masque qu'elle avait elle-même dissimulé dans le mur. Elle savait donc ce qui allait se passer. Elle avait planifié quelque chose. Mais quoi exactement? Elle n'a pas été enlevée, murmura Mercier. Elle a disparu volontairement. Pour protéger quelqu'un. Mais protéger qui? Demanda Arnaud. Et de quoi? La réponse à ces questions se trouvait quelque part dans les archives, dans les souvenirs des témoins, dans les détails apparemment insignifiants qui avaient échappé à l'investigation initiale. L'équipe redoubla d'efforts, sachant qu'ils étaient sur le point de percer un secret gardé pendant plus de 3 décennies. La percée survint d'une source inattendue. Un article de journal sur la découverte du masque avait été publié dans Nice Matin le 28 février 1989. L'article, accompagné de photos du masque et d'une vieille photo de Marguerite, avait touché un large public. Le 2 mars, le commissariat reçut un appel téléphonique d'une femme qui refusait de donner son nom, mais insistait pour parler aux enquêteurs responsables de l'affaire Delacroix. Mercier prit l'appel. La voix à l'autre bout du fil était celle d'une personne âgée, tremblante mais déterminée. « J'ai des informations sur Marguerite Delacroix, » dit la femme. « Mais je ne peux pas en parler au téléphone. Pouvez-vous venir me voir ?» Elle donna une adresse à Villefranche-sur-Mer, une petite ville côtière à quelques kilomètres à l'est de Nice. Le lendemain matin, Mercier et Arnaud se rendirent à l'adresse indiquée, une villa élégante, surplombant la mer. Une femme d'environ 80 ans leur ouvrit. Grande, mince, les cheveux blancs coiffés avec soin, elle portait une robe simple mais de bonne qualité. Elle se présenta comme Eliane Valois. « Entrez », dit-elle d'une voix douce. « Ce que j'ai à vous dire devrait rester entre ces murs depuis longtemps. Mais avec cette découverte, je pense que la vérité mérite enfin d'être connue. » Ils s'installèrent dans un salon au mobilier ancien, mais bien entretenu. Eliane leur servit du café avant de commencer son récit. « En 1957, dit-elle lentement, j'habitais Nice avec mon mari, Henri Valois. Nous vivions rue Gubernatis, dans un appartement confortable. Henri était ingénieur dans une entreprise de construction navale. Nous formions un couple respectable aux yeux de tous. » Elle marqua une pause, les mains serrées autour de sa tasse. « Mais notre mariage était un mensonge. Henri n'était pas l'homme qu'il prétendait être. Son vrai nom était Heinrich Wallmann. Il était allemand, ancien officier de la Wehrmacht. Après la guerre, il avait fui l'Allemagne avec de faux papiers et s'était reconstruit une vie en France sous une nouvelle identité. Arnaud et Mercier échangèrent un regard. Ils comprenaient soudain l'ampleur de ce qu'ils étaient sur le point d'apprendre. « Continuez », encouragea doucement Mercier. En janvier 57, poursuivit Eliane, Henri avait besoin d'un masque pour une soirée privée organisée par d'anciens militaires allemands qui, comme lui, vivaient cachés en France. Il ne pouvait pas se montrer en public sans protection. Quelqu'un lui avait parlé d'une jeune artisane talentueuse, Marguerite Delacroix. Il était allé la voir à son atelier, lui avait commandé un masque, en lui payant généreusement pour qu'elle garde la transaction discrète.
Mais quelque chose s'est passé, devina Arnaud. Oui, confirma Éliane. Marguerite était intelligente et observatrice. Henri parlait français avec un léger accent qu'il essayait de cacher. Lors de leur rencontre pour discuter du masque, elle lui avait posé des questions innocentes en apparence sur son passé. Henri, flatté par l'attention de cette jolie jeune femme, avait laissé échapper quelques détails. Pas assez pour tout révéler, mais assez pour éveiller des soupçons. Éliane but une gorgée de café, rassemblant son courage pour continuer. Marguerite avait fait des recherches. Elle avait découvert qui était réellement Henri. Plus grave encore, elle avait découvert que pendant la guerre, en 1943, Henri avait participé à une opération dans les Alpes-Maritimes qui avait conduit à l'arrestation de plusieurs familles juives cachées dans un village de montagne. Ces familles avaient été déportées. Aucune n'était revenue. Le silence dans le salon était absolu. Dehors, les mouettes criaient, indifférentes au drame humain qui se déroulait dans la villa. « Comment le savez-vous » demanda Mercier doucement. « Parce que Marguerite est venue me voir » répondit Éliane, les larmes aux yeux. « C'était le 20 février, 6 jours avant sa disparition. Elle avait trouvé notre adresse, Dieu sait comment. Elle s'est présentée à ma porte pendant qu'Henri était au travail. Elle m'a dit ce qu'elle avait découvert. Elle m'a montré des documents qu'elle avait obtenus, je ne sais où, des papiers qui prouvaient l'identité réelle d'Henri et son rôle pendant l'occupation. Que voulait-elle ? Demanda Arnaud. C'est là que tout devient compliqué, soupira Éliane. Marguerite était déchirée. Elle voulait que justice soit faite, que les crimes d'Henri soient exposés. Mais elle avait découvert autre chose lors de ses recherches sur nous. J'étais enceinte, de 3 mois. Elle le voyait, même si je n'en parlais pas encore publiquement. Éliane se leva, marchant vers la fenêtre, regardant la mer. Marguerite m'a dit qu'elle ne pouvait pas détruire la vie d'un enfant innocent en dénonçant son père. Elle connaissait les conséquences. Henri serait arrêté, jugé, probablement exécuté. Moi, l'épouse d'un criminel de guerre, je serais stigmatisée, et l'enfant grandirait avec ce fardeau terrible. Alors, qu'a-t-elle fait ? Demanda Mercier, bien qu'elle commence à deviner la réponse. Elle m'a proposé un marché, dit Éliane en se retournant. Elle garderait le secret, ne dénoncerait jamais Henri, à condition qu'il quitte la France immédiatement et définitivement. Elle lui donnait 1 semaine pour partir. Si au bout de ce délai il était encore là, elle irait à la police avec ses preuves. « Et vous avez accepté » interrogea Arnaud. « J'ai supplié Henri » répondit Éliane. Quand il est rentré ce soir-là, je lui ai tout raconté. D'abord, il était furieux puis terrifié. Il voulait fuir immédiatement, mais je l'ai convaincu de rencontrer Marguerite, de lui parler. Peut-être pouvait-on trouver une autre solution. Le rendez-vous a eu lieu ? Demanda Mercier. Oui, confirma Éliane d'une voix à peine audible, le 26 février pendant le carnaval. Marguerite devait livrer un masque rue Bonaparte. Henri l'a intercepté en chemin près de la place Garibaldi. Il lui a demandé de venir avec lui dans un endroit tranquille pour discuter. Elle a accepté, probablement contre son meilleur jugement. « Où sont-ils allés » demanda Arnaud, bien qu'il ait déjà compris. « Rue Barillery » répondit Éliane. Henri connaissait les Pastore qui habitaient au 2e étage. Giuseppe Pastore lui devait de l'argent, beaucoup d'argent. Giuseppe avait des problèmes de jeu. Henri l'avait aidé financièrement à plusieurs reprises. Ce jour-là, les Pastore étaient partis au carnaval avec leurs enfants. Giuseppe avait laissé la clé à Henri, qui lui avait dit avoir besoin d'un endroit calme pour une réunion d'affaires importante. Arnaud sortit son carnet, notant frénétiquement. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Dans cet appartement vide, continua Éliane, la voix brisée, Henri et Marguerite ont parlé pendant plus d'1 heure. Henri a essayé tous les arguments possibles. Il a plaidé qu'il était jeune pendant la guerre, qu'il suivait les ordres, qu'il avait changé. Marguerite est restée ferme. La justice devait être rendue aux victimes. Mais elle maintenait sa proposition, qu'il parte, qu'il disparaisse, et elle garderait le silence pour l'enfant à naître. Qu'est-il arrivé ensuite ? Demanda Mercier, bien qu'une partie d'elle redoute la réponse. Henri est devenu désespéré, dit Éliane, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Il a sorti un couteau.
Il m'a juré plus tard qu'il voulait juste la menacer, la forcer à lui rendre les documents. Mais Marguerite a tenté de s'échapper. Il y a eu une lutte. Et puis, elle ne put terminer sa phrase. Arnaud compléta mentalement. Henri Valois avait tué Marguerite de la Croix. « Où est son corps ?» demanda-t-il d'une voix dure. « Je ne sais pas, » sanglota Eliane. « Henri ne me l'a jamais dit. Quand il est rentré ce soir-là, il était dans un état terrible. Il tremblait, il pleurait. Il m'a raconté ce qui s'était passé. Il avait paniqué après l'avoir tué. Il avait caché son corps quelque part. Il refusait de me dire où. Mais il avait pris ses affaires personnelles, son sac, le masque qu'elle portait. Il les avait cachés dans le mur de l'appartement Pastor, créant une cavité qu'il avait ensuite scellée avec du plâtre qu'il avait trouvé sur place. Les Pastor faisaient des rénovations à ce moment-là. Il y avait des matériaux partout. « Pourquoi avoir gardé ces objets ?» demanda Mercier. « Pourquoi ne pas les détruire ?» Henri était superstitieux, expliqua Eliane. Il croyait que si on détruisait complètement toute trace d'une personne, son esprit ne trouverait jamais le repos et reviendrait hanter le meurtrier. Je sais que ça semble absurde, mais c'était quelque chose qu'il avait appris pendant la guerre, une croyance païenne germanique. Il a préféré cacher les objets, les préserver en quelque sorte, comme une forme de respect tordu envers sa victime. Et ensuite, demanda Arnaud, qu'est-il arrivé à Henri? Il est parti, dit Eliane. 2 jours après le meurtre, il a quitté la France. Il m'a laissé avec une petite somme d'argent et n'est jamais revenu. J'ai accouché seul en septembre 57. Une fille que j'ai appelée Marie. Je lui ai dit que son père était mort dans un accident. Elle vit maintenant au Canada. Elle a sa propre famille. Elle ne sait rien de tout cela. « Où est Henri maintenant ?» demanda Mercier. « Mort, » répondit Eliane. « Il m'a écrit une seule fois en 1963 une lettre postée d'Argentine. Il disait qu'il était malade, qu'il n'en avait plus pour longtemps. Il me demandait pardon. C'était sa dernière communication. J'ai supposé qu'il était mort peu après. Pourquoi ne rien avoir dit pendant tout ce temps ?» demanda Arnaud, luttant pour garder un ton professionnel face à cette histoire terrible. « Pour ma fille, » répondit simplement Eliane. Marguerite avait voulu protéger un enfant innocent des crimes de son père. Par une ironie cruelle, c'est mon enfant qui a finalement été protégé, mais au prix de sa propre vie. Comment pouvais-je trahir ce sacrifice? Comment pouvais-je détruire ma fille en révélant qui était vraiment son père? J'ai porté ce secret comme une pierre dans mon cœur pendant 32 ans. Vous avez laissé une famille dans l'ignorance et le chagrin pendant 3 décennies, dit Arnaud durement. Les parents de Marguerite sont morts sans savoir ce qui était arrivé à leur fille. « Je sais, » murmura Eliane, « et cette culpabilité m'a rongé chaque jour de ma vie, mais je ne voyais pas d'autre choix. Maintenant que vous avez trouvé ces affaires, maintenant que ma fille est adulte et vit loin, je peux enfin dire la vérité. C'est tout ce qui me reste à offrir à la mémoire de Marguerite. La vérité. » Mercier posa la question qui lui brûlait les lèvres. « Savez-vous où Henri a caché le corps de Marguerite ?» Eliane secoua la tête. « Non, il a emporté ce secret dans sa tombe. Mais connaissant Henri, son pragmatisme, sa connaissance de Nice, j'ai toujours pensé qu'il l'avait enterré quelque part dans les collines au-dessus de la ville, peut-être dans les anciennes carrières de pierre abandonnées. Mais ce ne sont que des suppositions. » L'interrogatoire dura encore 2 heures. Eliane fournit tous les détails dont elle se souvenait, les noms, les dates, les lieux. Elle remit aux enquêteurs la lettre qu'Henri lui avait envoyée d'Argentine, la dernière preuve tangible de son existence. Elle leur donna également les documents que Marguerite avait compilés sur Henri Valois, des papiers qu'elle avait conservés cachés pendant toutes ces années dans un coffre bancaire. En quittant la villa, Arnaud et Mercier restèrent silencieux pendant longtemps. L'histoire qu'ils venaient d'entendre dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. Ce n'était pas un crime passionnel, ni un enlèvement crapuleux. C'était l'intersection tragique de l'histoire, de la morale et des choix impossibles. L'enquête qui suivit le témoignage d'Eliane Valois prit plusieurs mois. Les documents fournis par Eliane furent examinés minutieusement. Ils confirmaient effectivement que Henri Valois était en réalité Heinrich Waldmann,
né en 1919 à Munich, officier SS pendant la guerre. Les papiers incluaient des photos militaires, des copies de documents d'identité et surtout un témoignage manuscrit détaillé qu'une survivante de la déportation avait donné après la guerre, décrivant l'opération de 1943 dans les Alpes-Maritimes. Cette survivante, une femme nommée Sarah Lewinsky, avait témoigné devant un tribunal militaire en 1946, mais son témoignage n'avait jamais abouti à des arrestations, car les responsables avaient disparu. Marguerite, dans ses recherches obsessionnelles, avait réussi à localiser ce témoignage dans les archives départementales. Elle avait ensuite fait le lien entre la description de l'officier Waldmann et Henri Valois, son client au comportement suspect. Arnaud contacta les autorités allemandes et argentines. Les recherches confirmèrent qu'un Heinrich Waldmann figurait effectivement sur les listes de criminels de guerre non capturés. Un certificat de décès argentin fut localisé, enregistré à Buenos Aires en 1964, confirmant les dires d'Eliane. Henri Valois était bien mort depuis 25 ans. Concernant le corps de Marguerite, des recherches extensives furent menées dans les anciennes carrières au-dessus de Nice, comme l'avait suggéré Eliane. Pendant 6 semaines, des équipes avec des chiens spécialement entraînés et du matériel de détection explorèrent la zone. En mai 1989, dans une carrière abandonnée près du mont Boron, sous des décombres et de la végétation accumulée pendant plus de 3 décennies, ils trouvèrent des ossements humains. L'analyse médico-légale confirma qu'il s'agissait des restes d'une femme d'environ 23 ans, décédée depuis approximativement 32 ans. Les vêtements en lambeaux correspondaient à la description de ce que portait Marguerite le jour de sa disparition. Un manteau gris, une jupe foncée, une blessure au crâne indiquaient la cause probable du décès. Marguerite Delacroix avait enfin été retrouvée. Antoine Delacroix, informé de la découverte, organisa des funérailles dignes pour sa sœur. Le 15 juin 1989, Marguerite fut enterrée au cimetière du château de Nice, aux côtés de ses parents. Une petite cérémonie réunit une vingtaine de personnes. Antoine et sa famille, quelques anciens voisins du vieux Nice, Laurent Fontaine qui fit le déplacement depuis Toulon et, étonnamment, Eliane Valois. La vieille femme s'approcha d'Antoine après la cérémonie. « Je ne mérite pas votre pardon, » lui dit-elle simplement, « mais je voulais que vous sachiez que votre sœur était une personne exceptionnelle. Elle a sacrifié sa vie pour protéger un enfant innocent. C'était d'une noblesse que peu de gens possèdent. » Antoine la regarda longuement. La colère aurait été naturelle, mais il ressentait surtout une immense lassitude. « Marguerite était comme ça, » dit-il finalement. Elle pensait toujours aux autres avant elle-même. C'est ce qui l'a tuée. Il tourna les talons et s'éloigna, laissant Eliane seule devant la tombe fraîche. Le procureur de Nice examina le dossier pour déterminer s'il y avait lieu de poursuivre Eliane Valois pour non-assistance à personne en danger ou complicité après les faits. Après délibération, il décida de ne pas engager de poursuite. Henri Valois, le coupable, était mort. Eliane avait été elle-même victime, manipulée et terrorisée par son mari. Et le temps écoulé, combiné à son témoignage volontaire qui avait permis de résoudre l'affaire, plaidait en sa faveur. L'histoire fit les gros titres pendant plusieurs semaines. Nice Matin publia une série d'articles détaillés sur l'affaire du masque de carnaval, comme on l'appelait désormais. L'histoire fascinait parce qu'elle contenait tous les éléments d'un drame shakespearien. Le secret, le sacrifice, la justice morale contre la loi, le poids de l'histoire sur les destins individuels. Le masque de Dorade Royale, pièce centrale de cette tragédie, fut confié au musée Masséna de Nice après la clôture de l'enquête. Il y occupe aujourd'hui une place dans la section consacrée à l'histoire du carnaval, accompagnée d'un panneau explicatif racontant l'histoire de Marguerite Delacroix. Des milliers de visiteurs s'arrêtent chaque année devant cette vitrine pour admirer le travail exquis et méditer sur le destin de son créatrice. Laurent Fontaine retourna au musée Masséna quelques mois après l'exposition du masque. Il resta longtemps devant la vitrine, contemplant la création de celle qu'il avait admirée 32 ans plus tôt.
Dans une interview qu'il donna à un journal local, il déclara « Marguerite aurait pu avoir une carrière brillante. Elle aurait pu créer des centaines d'œuvres magnifiques, mais elle a choisi de sacrifier tout cela pour protéger un enfant qu'elle ne connaissait même pas. Je ne sais pas si j'aurais eu ce courage. » Antoine Delacroix passa les mois suivants à compiler les souvenirs, les documents, les photos concernant sa sœur. Il créa une sorte de mémorial privé, un album épais qui racontait la vie de Marguerite du début à la fin tragique. Quand il mourut en 1997, à 71 ans, cet album fut légué à la bibliothèque municipale de Nice, où il reste accessible aux chercheurs et aux curieux. Marie, la fille d'Éliane Valois, apprit la vérité sur son père. Sa mère lui écrivit une longue lettre depuis la France, lui racontant tout. La réaction de Marie fut complexe. La colère initiale céda place à une compréhension douloureuse. Elle ne revint jamais en France, ne souhaitant pas confronter les fantômes du passé. Mais elle envoya une lettre à Antoine avant sa mort, dans laquelle elle exprimait sa gratitude envers Marguerite pour le sacrifice qui lui avait permis de grandir dans l'ignorance et la paix. Éliane Valois mourut en 1993 dans sa villa de Villefranche-sur-Mer. Elle avait demandé à être incinérée, ses cendres dispersées en mer. Elle ne voulait pas de tombe, pas de pierre gravée, pas de lieu où les reproches pourraient s'accumuler. Dans son testament, elle légua tous ses biens à une fondation qui aidait les enfants orphelins de guerre, une tentative peut-être de racheter, symboliquement du moins, les crimes de son mari et son propre silence. L'affaire Marguerite Delacroix reste aujourd'hui un cas d'étude dans les écoles de police françaises, non pas pour les techniques d'investigation, mais pour les questions éthiques qu'elle soulève. Marguerite avait-elle raison de sacrifier sa propre sécurité pour protéger un enfant innocent? La justice doit-elle parfois céder devant la compassion? Où se situe la frontière entre le devoir moral et la loi? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Ce qui reste certain, c'est que Marguerite Delacroix, jeune artisane de 23 ans, a fait face à un choix impossible et a décidé selon sa conscience. Ce choix lui a coûté la vie, mais il a permis à une enfant de grandir sans porter le fardeau des crimes paternels. C'était un échange terrible, injuste même, mais c'était le sien à faire. Le carnaval de Nice continue chaque année avec ses chars colorés, ses confettis, ses masques par milliers. Mais ceux qui connaissent l'histoire regardent ces masques différemment maintenant. Ils savent que derrière chaque visage caché, il peut y avoir des secrets, des sacrifices, des histoires qui ne seront peut-être jamais racontées. Le masque de Dorade Royale, derrière sa vitre du musée, brille toujours de ses écailles dorées. Monument silencieux à la mémoire d'une artiste qui a donné sa vie pour un principe que les enfants ne devraient pas payer pour les crimes de leurs parents. Cette histoire nous montre à quel point les choix moraux peuvent être complexes et déchirants. Marguerite Delacroix a fait face à un dilemme où aucune option n'était véritablement bonne, où la justice et la compassion semblaient incompatibles. Elle a choisi de protéger un enfant innocent, même au prix de sa propre vie. 32 ans plus tard, un masque caché dans un mur a révélé son sacrifice et sa tragédie. Qu'en pensez-vous? Marguerite a-t-elle fait le bon choix? Auriez-vous agi différemment face à un tel dilemme? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête profonde sur la nature humaine vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un like si cette histoire vous a fait réfléchir et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse au cas, qui questionne les limites de la moralité et de la justice.